où des clients, des donneurs d'ordre ont accepté de se réunir et là maintenant vont financer un projet collaboratif pour acheter des produits qui correspondent plus aux attentes du marché, puisqu'ils sont produits dans des entreprises qui vont respecter les droits humains. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir cette collaboration, le fait, parce que souvent les donneurs d'ordre aimeraient bien avoir leur propre stratégie, leur propre politique pour la valoriser. Là, pour la valoriser, avec des acheteurs qui sont concurrents. Et, du secteur aussi. Dans quelques secteurs, on trouve que les grands pays sont confortables à collaborer. Dans d'autres pays, autres secteurs, c'est plus nouveau et il faut soutenir ces entreprises à comprendre que il n'y a pas de concurrence sur ce sujet. C'est un sujet sans concurrence. Ça bénéficie tout. Et donc, dans quelques pays, on prend plus de temps éduquer les entreprises à se sentir confortable à cette collaboration. Mais ça arrive, toujours ça arrive, mais ça prend du temps. Merci beaucoup. Une autre question que j'avais, c'est on voit un projet d'une problématique de développement durable qui est prise de manière innovante, c'est-à-dire qu'au lieu des exigences de la part du client, on va faire que le problème se règle à la source et en allant encore plus loin, c'est-à-dire en donnant aux victimes le pouvoir de prendre en main le problème. Alors ça peut être un problème de droit humain comme celui que vous traitez, ça peut être un mental. Est-ce que, et on a vu que donc, vous mettez des moyens, vous formez les entreprises, vous donnez des outils pour informer les travailleurs. Euh, Est-ce qu'au bout d'un moment, on a vraiment une augmentation du nombre? Est-ce que les travailleurs qui sont ciblés, effectivement, prennent leur sort en main? Est-ce qu'on voit des appels? Est-ce qu'on a des éléments pour mesurer que les victimes, qu'il y a des améliorations? Est-ce que vous arrivez à le mesurer, ça? Oui, et cette évaluation, c'est très important pour nous qu'on a les statistiques sur l'impact des programmes. Ce que je dirais, c'est encore que ça prend du temps encore. C'est que il faut quelques années pour voir que l'impact d'amélioration impact sur les travailleurs. Mais ce que au Royaume-Uni, on a commencé il y a 8 ans. On voit que on a vu plusieurs les travailleurs ont Ça comprend. posters. Oui, oui, l'affiche, oui, c'est ça. Qui ont vu les affiches, les lignes pour les soutenir, qu'il y a plus de confiance entre les travailleurs et les entreprises, les directeurs dans les entreprises et les travailleurs.
oui, on suivi et on a eu ces mesures pour voir ça, mais on n'est pas là en Afrique du Sud parce qu'on est c'est tellement tôt dans dans ce projet, mais dans d'autres pays où on est plus loin, on voit que les travailleurs sont connaissants de ces droits et ils savent où apporter des Oui. problèmes. On l'a en France et vous gérez des projets dans d'autres pays, y compris en Europe. Ah oui. Bien sûr. Et les autres intervenants, je crois, dans cette conférence, c'est que sur toutes les thématiques, il faut collaborer, il faut discuter, il faut s'aligner et parler le même langage. Je ne parle pas de langue, mais bien s'aligner sur les mêmes sujets. Et c'est extrêmement important. On arrive bientôt vers la fin de notre webinaire. Attendez, voir si nous avons d'autres questions. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et s'il reste des questions, c'est le moment où jamais de les poser. Si on veut faire un résumé de ce qu'on a pu voir sur ce qu'était l'avenir des achats durables, et je rappelle que c'est une science jeune, c'est qu'on en apprend toujours, qu'on construit des méthodes, que ça se met en place, que ça nécessite du travail pour se former sur les problèmes, pour se comprendre tout au long de la chaîne d'approvisionnement, pour parler le même langage, que ça nécessite aussi que le travail se fasse à tous les niveaux, que pour valoriser sa démarche, il faut être actif, pas simplement subir des codes de conduite ou des audits, mais que c'est valable de mettre en place des démarches pour les valoriser auprès de ses clients. Parce que je pense que c'est une chose que vous mettiez aussi en avant dans ce projet, c'est que les fournisseurs qui s'engagent, ils ont a priori plus de chances de vendre aux clients impliqués dans ce type de démarche, et c'est aussi valoriser un effort. C'est que si on s'engage dans des projets comme ça, ben on ouvre un marché aussi. Donc c'est là encore une fois, c'est une opportunité plus qu'une contrainte. Et, et si les achats durables doivent se développer, et pression, des réglementations ou de certaines ONG qui sont actuellement plus virulentes que par le passé. On voit quelques grands procès qui sont en train de se mettre en place par des ONG qui reprochent des politiques d'achat pas assez ambitieuses à des grands distributeurs ou à des grands donneurs d'ordre. Mais c'est par là qu'on peut vraiment transformer prochain projet, Anna? Est-ce qu'il y a d'autres projets dans d'autres pays? Est-ce qu'il y en a en Afrique, en dehors de celui-ci? Oui, on a un projet qui est près de commencer en Costa Rica et aussi en Afrique spécifiquement. On est en train de parler avec quelques partenaires en Malawi parce qu'en Sud-Afrique, on a engagé les fournisseurs dans le sucre et aussi au Malawi, il y a comme je pense que vous savez tous, il y a beaucoup de sucre. Donc ça, c'est
les projets qui sont prêts de commencer. Mais nous sommes toujours très ouverts à travailler en partnership, en partenariat avec des acteurs dans d'autres pays pour chercher le financement et travailler avec d'autres partenaires. Donc, s'il y a d'autres suggestions, on est très ouvert. Message passé. Et une question finale pour les entreprises de production africaine qui ont participé, qui est posée à Barthélemy et c'est l'homme, c'est est-ce que vous, en tant qu'entreprise africaine, vous pensez à des initiatives collectives? Quelles initiatives collectives pourraient être mises en œuvre en Afrique francophone en faveur des achats responsables? C'est une question de Joël, puisqu'on est dans ces projets collectifs. Est-ce que c'est des réflexions qui existent déjà, ou est-ce que vous envisageriez d'aller dans ce genre d'approche de projets collectifs inter-entreprises pour les entreprises africaines? Je ne sais pas si Barthélemy ou Céline veulent répondre en premier, je ne sais pas. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette question-là. Moi, je pense que comme dans notre milieu, c'est maintenant que les gens sont en train de prendre en compte cette dynamique d'achat responsable. Il serait bon qu'à notre niveau, qu'on puisse organiser des ateliers de sensibilisation et des séminaires de sensibilisation pour que tout le monde soit vraiment imprégné de cette nouvelle dynamique, quoi. Voilà ce que je veux dire là-dessus. C'est vrai que la connaissance est souvent la première étape, vous avez raison. C'est ça. Tout à fait. Oui, pour répondre à la question, merci pour votre présentation. Qui est très bonne, l'opportunité pour pouvoir intégrer ces questions-là, surtout sur les chaînes d'approvisionnement. Au niveau des CIFCA, les thématiques, comme Anna le disait, sur par exemple le travail des enfants, parfois il est très difficile de pouvoir trouver des prestataires ou des sachants sur la question pour pouvoir faire déjà la formation. Et donc, une initiative collective avec plusieurs entreprises, ça permet tout de suite d'optimiser les coûts, naturellement, et le partage d'expériences sur dans plusieurs domaines ou plusieurs secteurs d'activité. Je trouve ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pris au bon la pêche qu'elle a attendue pour pouvoir faire des propositions dans différents pays ou dans différentes zones de l'Afrique. Merci. Je voudrais, avec votre permission, mettre l'accent sur la problématique que mon frère Barthélemy a indiquée sur le travail des enfants. C'est un domaine qu'il faut étudier, qu'il faut qu'on revoie un peu, parce qu'il a abordé certains sujets. Par exemple, un paysan qui a ses enfants qui sont peut-être en congé à vacances, est-ce que le fait que ces enfants aillent travailler, par exemple, avec lui au champ, constitue un travail des enfants? Bon, c'est tout un dossier qu'il faut qu'on revisite pour voir le cadrage qu'on peut donner. Merci beaucoup. Sur ce point, je serais assez d'accord avec vous et je n'ai pas la réponse exacte parce qu'il y a différentes écoles sur le sujet. Maintenant, ça a été abordé dans un précédent webinaire, mais il est certain que sur le travail des enfants, il y a des cas plus graves que d'autres, qu'un enfant qui va à l'école, qui aide ses parents dans la mesure où il ne fait pas de tâches dangereuses et où on est dans le respect de la charte d'UNICEF, c'est-à-dire que l'enfant a droit à l'éducation, il a le droit de jouer, il a le droit de s'amuser, il a droit à une enfance et qu'il reste en sécurité
tant qu'il est de ses parents, ce n'est considéré par aucune convention internationale comme étant du travail, dans la mesure où toutes ces conditions sont respectées, bien sûr. Et qu'elles sont respectables, hein, dans certaines situations de crise. Si les écoles sont plus accessibles, il faut bien trouver des solutions. Maintenant, là où c'est important de clarifier, c'est que la connaissance sur le sujet est plus développée dans les pays africains. Moi, confronté à des entreprises françaises, quand je leur parle de droits humains, il faut vraiment réexpliquer et leur dire, vous ne pouvez pas avoir une exigence, dire je refuse le travail des enfants sans vous former sur ce que sont les droits des enfants. Déjà, quels sont les âges, quels sont les types de tâches qu'on peut admettre, pas admettre, quelles sont les conditions. Et on en revient toujours à la problématique de la formation et de la clarification des langages, parce que souvent, c'est déjà, on ne commence pas par parler de la même chose, on ne risque pas de trouver des solutions pour les problèmes qui seraient identifiés. Et vous avez raison, ça nécessite un gros effort de clarification. Et moi, à titre personnel, j'ai toujours pensé que justement les entreprises africaines qui ont une connaissance peut-être plus poussée, en fait, souvent de la norme et des conventions, parce qu'ils savent faire la différence entre les différentes formes, avaient peut-être aussi le rôle de vulgariser cette connaissance auprès des clients ça fait aussi partie de ça, l'achat responsable, c'est échanger, c'est pousser l'information et la connaissance, et souvent le fournisseur peut donner la connaissance au client. Et c'est ça aussi l'achat responsable, c'est de l'échange. Donc c'est un point important. Je crois que là, sauf si je vois une dernière question, non, on arrive à la fin de ce webinaire, mais aussi de la série, il reste 1 minute. Alors, je vais peut-être, Joël, si tu veux conclure de la série. Alors, oui, merci. Alors, merci beaucoup aux intervenants d'aujourd'hui. C'était très intéressant d'entendre 2 entreprises parler. Donc, merci beaucoup Selom et Barthélémy pour ce que vous avez partagé. C'est vraiment extrêmement intéressant. Merci aussi à David pour le cadrage aussi. Et merci Philippe pour la modération. Et puis, entre autres, ce que tu viens pour l'éclairage juste à la fin. Merci. Et merci à Anna. Alors, surtout merci à Anna pour intervenir en français et avoir traduit la présentation en français. Donc voilà, merci aussi à tous nos participants. Merci en particulier à ceux qui nous ont suivis pendant tout le cycle, parce qu'il y a des noms familiers qu'on a vus au cours de plusieurs des 6 webinaires, si ce n'est tous. C'est très intéressant. On espère que ça vous a été utile, ce cycle. On vous invite à remplir le formulaire de satisfaction que Karine dont Karine a donné le lien dans la boîte de conversation. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le. Ça nous aide à nous évaluer et à nous améliorer. Ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, je trouve, pour notre programme de webinaire, c'est que dans les conclusions qu'on a eues, c'est de dire, d'abord, il y a besoin d'ateliers, par exemple, sur les achats responsables, pour expliquer aux acteurs africains qu'est-ce que c'est, comment on peut avancer, et qu'il y a également besoin de dialogue entre acteurs africains, mais aussi avec les acteurs d'autres régions du monde, sur plein de sujets. Donc là, aujourd'hui, c'était les droits humains et en particulier les droits des enfants et le travail des enfants, qui n'est pas purement interdit par les conventions de l'OIT, comme l'a expliqué Philippe. C'est permis dans un certain cadre. Donc voilà, donc il y a besoin de dialogue pour mieux se comprendre et se rapprocher. Donc on retiendra ça, parce que pour nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Merci aussi aux organisatrices, donc à Karine et Hint et aussi Anna, je crois, qui ont organisé donc tout le cycle. Donc merci à elles, parce qu'il y a énormément de travail derrière. Et puis, je voulais également annoncer le prochain cycle, enfin les prochaines activités. Donc, dans les prochaines activités, on fera un cycle de 6 webinaires sur entreprise, environnement et biodiversité. Et on va innover. On fera un webinaire pour l'organisation de ce cycle. Donc, en invitant toutes les personnes qui sont dans notre base, donc vous ferez partie, vous recevrez un email, à participer à un webinaire pour préparer et co-construire le cycle. Donc ça,
c'est quelque chose qu'on fera en juin ou juillet et le cycle sera en octobre-novembre. Et puis après, en novembre, normalement, si tout va bien, on organisera un forum RSE en Afrique, à Dakar. On voudra bien en présence en Afrique et on voudrait faire des ateliers aussi sur la RSE pour des PME. Alors, ce sera ouvert à tous les articles, mais on voudrait faire des ateliers pratiques pour la RSE et plus pour les PME, parce que comme le disait David, c'est vrai que le tissu économique en Afrique est quand même beaucoup fait de PME et que c'est elles qu'il faut qu'on aide à impulser des démarches RSE. Voilà. Et ce forum sera bientôt, bien sûr, ouvert à tous les acteurs, hein, parce que ONG, consultants et autres acteurs peuvent accompagner des entreprises dans leur démarche RSE. Voilà, donc voilà un peu ce que j'avais à dire. En tout cas, merci encore à tous. Merci aussi pour toutes vos interventions dans la boîte de conversation. Et puis, à très bientôt aussi sur les réseaux sociaux. Voilà.